Oui, c'est pas grave, Oui, on a. on arrive à suivre. OK. Donc, les pneumoconioses, voici le plan. Je vous montre le plan. Donc, on va définir ce qu'est les pneumoconioses d'abord. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une classification des pneumoconioses et cette classification, elle permet de distinguer les pneumoconioses en deux grandes sous-classes. Et aujourd'hui, on va étudier particulièrement la silicose. On aura l'occasion de voir les autres pneumoconioses la deuxième séance et enfin l'amiante qui constitue une préoccupation majeure lors de la troisième séance. Alors aujourd'hui, c'est la silicose, on va la définir, on va parler un petit peu de l'épidémiologie, de la minéralogie pour présenter en quoi consiste la silice. On verra les sources d'exposition. Évidemment, nous avons, nous, en qualité de médecin du travail, celles qui nous intéressent, ce sont les expositions professionnelles, mais par ailleurs, nous avons également des expositions non professionnelles. C'est plus pour prêter attention compte tenu de l'effet cancérogène de la silice. On verra un mot sur la physiopathe. Ensuite, le diagnostic. Donc, bien sûr, quelle est la symptomatologie de la silicose? Comment poser le diagnostic radiologique et les épreuves fonctionnelles respiratoires, elles ont un apport, donc on verra quel est leur intérêt. Et enfin, l'anapathe qui permet bien sûr de poser le diagnostic de certitude. Vous allez comprendre le pourquoi de la chose. On verra, bien sûr, quand on parle de l'évolution, par conséquent, on évoque les complications, le traitement et en qualité de médecin du travail, on ne peut pas ne pas aborder la prévention et enfin la réparation. Donc, il faut savoir que les pneumoconioses sont des maladies pulmonaires qui sont liées à l'inhalation de particules minérales ou métalliques. Donc, vous voyez bien qu'il y a un minerai ou du métal. Renfermant, ça peut être de la silice libre, là je parle des pneumoconioses d'une façon générale, ça peut être de l'amiante, du beryllium, de l'oxyde de fer, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, oui, 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 monsieur Ekli, oui. D'accord, dès qu'on le Brahim يحضر صح. Excusez-moi, c'est important. Brahim, tu termines, tu descends. On arrive. Bien. Donc là, bien sûr, le dépôt, toutes ces particules qui sont inhalées, elles vont se déposer au niveau des poumons et particulièrement dans le tissu interstitiel péribronchique. Et leur dépôt va être à l'origine de maladies respiratoires. Celles-ci, elles peuvent être aiguës, subaiguës ou bien chroniques. Ces pneumoconioses, elles peuvent être actives, évolutives et fibrosantes. Bien sûr, si vous voulez, c'est l'effet majeur, c'est l'effet inquiétant, c'est quand il y a ce poumon qui est une éponge qui va devenir dure par le biais de cette fibrose, dont l'évolution donc peut être à l'origine de complications graves. Ne serait-ce que l'amputation de la fonction respiratoire qui, elle, peut être à l'origine d'autres complications qu'on verra bien. Maintenant, en termes de définition, il faut savoir que les pneumoconioses sont des affections pulmonaires qui sont dues à l'inhalation de poussières minérales qui sont répandues dans l'environnement. Évidemment, rappelez-vous quand j'ai fait le plan, je vous ai dit exposition, origine professionnelle, non professionnelle. Parce que dès qu'on est dans un environnement, il peut être professionnel ou autre, on peut retrouver bien sûr l'inhalation de ces poussières minérales peut être à l'origine de ces affections. J'ai parlé de la classification, donc on distingue deux grands sous-groupes. Nous avons les pneumoconioses de surcharge et les pneumoconioses fibrogènes et sclérogènes. Comme vous le constatez, à travers juste la nomenclature, quand on dit de surcharge, c'est-à-dire elles vont se déposer, il y aura une surcharge en ces poussières, mais sans qu'il y ait de la fibrose. Donc, ces pneumoconioses de surcharge, elles sont non fibrogènes, elles sont dites inertes. Inertes, c'est-à-dire elles ne sont pas actives. Elles correspondent à un simple tatouage du parenchyme pulmonaire
et elle n'évolue pas vers l'insuffisance respiratoire ni cardiaque. Parce qu'au fait, vous n'avez pas cette fibrose qui va réduire la capacité pulmonaire totale. Et là, par rapport à ce type de pneumoconiose, donc il peut s'agir d'inhalation de particules inertes telles que le charbon, la suie, noir de furet, l'anthracose pure, l'inhalation de particules métalliques, notamment l'oxyde de fer. J'ai eu à traiter des cas de sidérose au service, donc c'est des travailleurs qui ont été exposés à l'oxyde de fer dans des ateliers de métallurgie. Ça peut être l'oxyde d'aluminium, l'oxyde d'étain, l'oxyde de zinc. Donc là, bien sûr, vous avez la pneumoconiose, la nomenclature de la pneumoconiose à côté, oxyde de zinc, la zincose, les sulfates de barium, barytose. Contrairement donc à ce type de pneumoconiose qui sont inertes, qui ne sont pas fibrogènes, nous avons en deuxième grande catégorie les pneumoconioses fibrogènes et sclérogènes. Elles sont dites actives, c'est-à-dire elles sont évolutives dans le temps et elles sont fibrogènes. Regardez, elles sont mutilantes, c'est-à-dire qu'il y a une activité qui est réduite. Et là, bien sûr, on parle de la fonction respiratoire. Celles-ci, elles sont liées aux particules possédant une toxicité propre. Elles sont évolutives, pouvant aboutir à la constitution de fibroses massives, voire même obstructives. Donc là, vous voyez bien que il est important de retenir que les pneumoconioses, elles sont dues à l'inhalation de poussière, de particules de métaux ou de métalliques, si vous voulez, minérales, mais cependant, ça dépend de quel type de métal qui est inhalé. Pour certaines, je ne dis pas que les non-fibrogènes, elles ne sont pas si vous voulez, elles ne sont pas pathologiques, elles ne sont pas à l'origine d'un état pathologique. Bien sûr que oui, sauf qu'en termes de gravité, on est plus, bien sûr, préoccupé par les pneumoconioses qui sont fibrogènes. Et dans celles-ci, nous avons, parmi lesquelles, donc, nous avons l'inhalation de poussière de silice pur. La silice pure, bien sûr, elle est à l'origine de la silicose. Et parfois, nous avons l'inhalation de poussière mixte. Donc, on parle de pneumoconiose à poussière mixte. Et le meilleur exemple que je puisse vous citer, c'est la sidérosilicose. Donc, c'est l'inhalation de silice et du fer. D'ailleurs, j'ai eu à prendre en charge donc, un vieux retraité. D'ailleurs, il a été accompagné par sa fille parce qu'il avait vraiment un mauvais état général. Il était en insuffisance respiratoire. Et là, c'est quelqu'un qui a pris sa retraite, ça remonte à plus de 10 ans. Je crois qu'il avait 76 ans ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle pas très, très bien de son âge. Et il présentait donc une toux chronique avec altération de la fonction respiratoire, un syndrome mixte à la spirométrie. Et sa fille donc, a été conseillée par un médecin du travail puisqu'il a été soudeur pendant des années et des années. Il travaillait dans un atelier de soudage, de soudure. Et puis, il a été déclaré en sidérose. Et le médecin CNAS a rejeté la maladie professionnelle, bien qu'il n'a pas contesté, c'est-à-dire il dit que oui, effectivement, il y a une atteinte pulmonaire, il y a une pneumoconiose qui est la sidérose, mais dans le tableau, le délai de prise en charge est limité à 10 ans. Et comme ça faisait 16 ans ou 17 ans depuis qu'il était parti en retraite, donc le médecin de la CNAS avait rejeté le dossier et dont le motif était le dépassement du délai de prise en charge. Et sa fille, donc, elle est venue me voir par rapport au problème de rejet. Et là, ma grande surprise à l'interrogatoire pour vous dire qu'il ne faut pas se contenter. C'est vrai qu'il y avait exposition à la silice, sidérose, je voulais dire, la sidérose, excusez-moi, le fer. C'est vrai qu'il y a exposition, le diagnostic de sidérose, je parle de la sidérose, dont le délai de prise en charge est de 10 ans, mais quand j'ai repris l'interrogatoire, il y avait donc une fonderie, ils utilisaient des moules et ces moules étaient à base de silice.
on le verra dans les professions, quand vous avez des fonderies, quand vous avez certains ateliers de métallurgie, il y a l'usage de la silice pour, bien sûr, tous ces moules-là qui servent à la fabrication d'un certain nombre de pièces métalliques. Et c'est comme ça que j'avais repris le dossier. Et pour la silice, le délai de prise en charge, il est de 20 ans. Et c'est comme ça que j'ai pu donc récupérer le cas et je l'avais déclaré comme une pneumoconiose à poussière mixte associant et la silice et le fer, donc c'est la sidérosilicose. D'accord? Vous m'entendez? Oui. Oui, Parfait. Vous voyez, donc là, je profite pour vous dire, c'est pour ça quand on présente des cas, toujours, mes chers résidents, on vous demande de faire la fiche de poste, l'étude du poste, la visite de l'atelier. C'est pour au fait s'informer d'un certain nombre d'informations qui sont cachées quelque part. Et c'est quand on voit le travailleur, quand on pose le plus de questions, qu'on arrive à avoir des informations précieuses qui nous permettent bien sûr d'avancer et dans le diagnostic et dans la prise en charge. Donc là, pour les pneumoconioses à poussière mixte, la silice peut également être associée à l'aluminium. Donc, on parle d'aluminosilicose. Au barium, on parle de barytosilicose, graphite, gravitosilicose. Donc, tout simplement, il est important de retenir qu'on peut avoir des pneumoconioses à poussière mixte. C'est le cas. En dernier, comme vous le constatez, la béryliose, on la verra, mais la béryliose, c'est une pathologie qui est placée à part, elle est classée vraiment et placée à part par le Bureau international du travail, par le BIT, et vous allez comprendre pourquoi après. Donc là, c'est bon jusque-là? Pas de questions? oui, ça va. Parfait. Donc là, aujourd'hui, nous allons traiter la silicose. Alors, la silicose, probablement l'une des plus anciennes maladies professionnelles, se définit comme une pneumoconiose avec fibrose évolutive secondaire à l'inhalation de particules de silice ou le dioxyde de silicium, le SiO2. Voilà. L'inhalation de poussière minérale contenant de la silice peut être responsable quand la silice est seule de silicose. Cette forme pure d'intoxication à la silice est une forme très toxique. Si je reprends un petit mot sur l'épidémiologie, il faut savoir que plus de 3 millions de personnes ont été exposées à la silice en Europe pendant les années 90. Le pays le plus atteint reste la Chine et vous comprenez le pourquoi de la chose. Hein? Je n'ai pas besoin de donner des explications. Actuellement, la Chine a envahi le marché mondial au plan économique, au plan productif et évidemment, c'est une population non seulement qui est très nombreuse par son effectif et par la production qui est polyvalente et c'est l'un des pays où la silice est fortement utilisée. L'incidence annuelle, elle serait comprise entre 36 500 à 7 300 cas aux États-Unis, avec près de 2 700 décès sur une décennie. Évidemment, quand on voit comme ça sur 10 ans 2 700 décès, moi je considère que c'est un bilan qui est très lourd, n'est-ce pas? Que dans un pays, c'est un bilan qui est très lourd. La France, elle, bien sûr, c'est un pays qui a fait énormément de progrès en termes de législation. C'est le pays sur lequel on s'adosse, si vous voulez, pour voir à peu près tout ce qui se passe. Et c'est l'un des pays qui a marqué une fréquence importante donc, de cas de silicose, mais le nombre a régressé nettement dans ce pays qui est fortement industrialisé parce qu'il y a eu des précautions, des recommandations qui ont été prises et ça remonte à plusieurs années. Mais comparé aux autres pays, donc le Vietnam, la Chine, ça reste des pays qui sont fortement utilisateurs de la silice et donc un grand nombre d'intoxications est retrouvé.
Je passe à l'Algérie. Alors, l'Algérie, pendant des années, on sait très très bien qu'il y a toujours eu usage, utilisation de la silice, surtout les tailleurs de pierre. Vous avez vu le nombre de maisons, le nombre de villas, euh, partout hein, sur le territoire national, même en pleine capitale, partout. Vous avez vu les pierres. Au niveau des maisons construites, on a le décor à base de pierre. Et là, cette pierre, c'est de la silice. D'ailleurs, on parle des tailleurs de pierre. Donc, pendant longtemps, il y a eu l'usage de la silice et en 2010, il y a eu la sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que subitement, on enregistre un nombre important de décès. C'était 64 décès qui ont été donc secondaires à la suite de l'exposition à la silice. Il faut savoir que les tailleurs de pierre, donc il s'agit de travailleurs jeunes, je parle de ces 64 décès, la majorité, parce que vous savez, c'est une activité familiale qui se transmet de père en fils. Et généralement, quand vous voyez le papa, il est tailleur de pierre, même l'enfant, il le suit. Et là, c'était des personnes jeunes et le décès est survenu d'une façon brutale chez ces 64 personnes qui ont été enregistrées en 2010. Et ça s'est produit exactement à la ville de Tkout, dans la wilaya de Betna. Et là, la sonnette d'alarme a été tirée. Le ministère de la Santé donc, a constitué une commission au cours de laquelle un bon nombre de médecins du travail ont participé. Dans notre service aussi, il y a eu participation. Donc, moi-même, j'ai un peu participé. Il y a eu le professeur Koudour qui a énormément travaillé dans la commission. Et là, si vous voulez, suite à celle-ci, il y a eu la réglementation algérienne, donc en 2010, que je vous présenterai vers la fin dans la prévention. Mais avant ça, on ne s'est pas trop inquiété de la concentration, du devenir, de la surveillance médicale qui prendrait en charge ces travailleurs. Mais là, je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, on continue à voir ces jeunes tailleurs de pierre qui exercent le métier et généralement, c'est des personnes qui le font sans surveillance, je dis bien sans surveillance médicale. Ils ne sont pas pris en charge parce que ce n'est pas des entreprises ou des travailleurs qui sont conventionnés avec un service de médecine du travail. Le problème se pose également en Grande Kabylie parce qu'il y a beaucoup de constructions, ils utilisent énormément la pierre dans le BTP pour la construction. La silice ou le dioxyde de silicium, le SiO2, c'est un minéral qui est très répandu dans la nature. Alors là, vous comprenez le pourquoi de la chose parce que cette pierre est gratuite, elle est très répandue dans la nature, donc on fait son extraction, on l'utilise, c'est-à-dire que la matière première est gratuite. C'est ça, au fait, ce qui fait que tous ces artisans qui travaillent pour leur propre compte trouvent leur compte. Ils ont une matière première qui est répandue dans la nature, ils travaillent, ils ne payent pas les impôts, et donc, hélas, je dis bien, hélas, ils le payent avec leur santé, et c'est des affections qui sont très, très graves, puisque la silicose, c'est une pneumoconiose fibrogène. Très bien. Il y a de la fibrose, elle est fibrosante. Très bien. Le silicium peut être aussi combiné à divers oxydes métalliques, on a vu, donc on peut avoir la combinaison avec plusieurs métaux. Et la silice et les silicates entrent dans la composition d'un grand nombre de roches, le granit, le grès, le sable, le silex. Alors, chez la personne que j'avais déclarée en sidérosilicose, parce que je me rappelle très très bien, ils utilisaient énormément de sable pour produire un certain nombre de moules, en plus du fer. Maintenant, la silice, ce minerai qui est aussi toxique, aussi dangereux, qui se retrouve dans la nature, il se retrouve sous deux formes, la forme cristalline et la forme amorphe. Pour la silice cristalline, bien sûr, c'est la plus dangereuse. Vous savez, quand on dit amorphe, on dit inerte en quelque sorte. Donc, la silice cristalline, elle se présente elle aussi sous différentes variétés. Nous avons le quartz, nous avons la tridymite
et la cristobalite. Bien sûr, elles représentent les principales formes. Elles peuvent engendrer une pneumoconiose maligne. Pour la silice amorphe, des formes de silice amorphe peuvent être produites par des procédés physico-chimiques et elles sont relativement inertes. Elles favorisent une atteinte discrète des petites voies aériennes. Donc, à retenir que c'est la silice cristalline qui est très toxique, qui est très dangereuse, qui peut occasionner donc une pneumoconiose très sévère. Et nous avons 3 variétés, le quartz, la trédimite et la cristobalite. Voilà, je vous ai pris comme ça des photos. Regardez, elle est très belle, hein, la silice. On dirait des diamants, mais hélas, que ce soit le quartz, que ce soit la trédimite, ce sont donc des poussières métalliques, ce sont des minerais qui sont très, très, très toxiques pour l'homme. Maintenant, pour les sources d'exposition. C'est bon jusque-là? Je peux continuer? Oui. Parfait. Pour les Oui. sources... Oui, Pardon? je vous ai Donc, dit oui, c'est bon. C'est parfait. parfait. Bon, Tigersha, vous êtes avec nous? Docteur Tigersha. Bon. Les sources d'exposition se divisent en 2 secteurs. Donc, nous avons les extractions, l'extraction du minerai. Bien sûr, dès qu'il y a un minerai, c'est l'extraction au niveau des mines, donc au niveau des carrières, soit au niveau des creusements des tunnels. Là, vraiment, c'est l'extraction. Et nous avons les utilisations, c'est-à-dire qu'on a la matière première, et puis, qui est bien sûr le minerai, et il est utilisé dans les fonderies, comme je vous ai dit, les verreries et les usines de carrelage. Donc là, je résume les sources d'exposition. C'est les 2 secteurs, les grands 2 secteurs d'activité. Ce sont les extractions ou bien c'est l'utilisation du minerai qui est extrait de la mine, du tunnel ou autre. Maintenant, nous avons donc les mines et les travaux publics. Donc, c'est le creusement de galeries, de barrages, de tunnels. Nous avons les travaux de carrière. Bien sûr, il y a des carrières, on provoque des détonations. Et donc, il y a une émission très, très, très importante d'empoussiérage. J'ai eu l'occasion d'assister aux mines de Tebessa. On utilise de la dynamite donc, pour faire des travaux, dans le cadre des travaux de carrière. Nous avons le travail de la pierre. Et là, donc, c'est l'utilisation du granit pour la construction, les pavements ou encore les sculpteurs et les autres monuments funéraires qui constituent une source importante d'exposition. Dans les fonderies, donc comme je l'ai dit, réalisation des moules qui vont contenir des métaux avec du sable, c'est exactement la profession qu'utilisait ce vieux retraité. Nous avons l'utilisation de la poudre de silice pour faciliter le démoulage, la réparation et la démolition des hauts fourneaux revêtus de briques réfractaires à hauteur qui sont très très riches en teneur concernant la silice libre. Et là, vous voyez, nous avons énormément de secteurs d'activité où les travailleurs sont fortement exposés aux poussières de silice. Nous avons également un secteur qui est très fréquent, c'est celui du BTP, donc la construction et le bâtiment. Et là, vous avez le sciage de pièces de maçonnerie avec la scie portative à maçonnerie. Vous avez, regardez, on a vu les maçons quand ils font la faïence. Vous avez vu Oui. qu'actuellement, ils ont pensé à mettre, c'est une très très bonne mesure préventive, ils trempent la faïence, la dalle de sol ou autre, ils la trempent dans de grands fûts d'eau pour réduire au maximum l'empoussiérage lors du sciage. Le cassage d'éléments de maçonnerie aux matériaux silicieux, voilà, j'en ai parlé, donc la céramique, en moyenne de marteau, perforateur, piqueur, même quand il s'agit de sciage également, le forage de tunnels au moyen de tunneliers et le meulage de joints de briques et de la pierre. Donc, vous voyez, la silice, elle se retrouve partout.
dans un nombre très important, comme je l'ai dit, de secteurs d'activité, exposant ainsi les travailleurs à ce risque de maladie professionnelle. Mais hélas, moi je vous dis, si vous prenez les statistiques de la CNAS, vous allez voir que la silicose est pratiquement absente. Ce n'est pas parce que les travailleurs ne sont pas exposés, tout simplement parce qu'il y a la méconnaissance du risque, il y a ces fonctions d'artisans qui travaillent, il y a des personnes qui travaillent à leur propre compte. Généralement, toutes ces activités, la majorité, vous allez voir un maçon qui travaille comme ça, à son propre compte, il n'est pas assuré, il ne va pas penser à aller voir un médecin du travail, il n'est pas informé du risque auquel il est exposé. Et c'est ce qui explique donc le nombre très réduit de cas déclarés au niveau de la classe. Mais vous voyez bien, ce n'est pas parce que c'est une activité rare ou bien les sources d'exposition sont réduites. Loin de là. Donc, les sources d'exposition, c'est les industries également de céramique, verre, le cristal, la faïence, la porcelaine, tout ce qui est produits sanitaires. De nombreux articles signalent également une exposition non négligeable chez les prothésistes dentaires. Bien sûr, ils disent que les dentistes sont exposés à un nombre important de risques professionnels, parmi lesquels nous avons ce risque-là. Et la concentration en quartz des produits utilisés tend à diminuer parce que maintenant, il y a bien sûr l'évolution des choses. Même les produits qui sont utilisés en chirurgie dentaire sont revus. Au plan physiopathologique, l'apparition de la silicose, elle résulte d'un déséquilibre donc, entre la pénétration de ces particules et les moyens d'épuration bronchopulmonaire. Vous savez très très bien que le bon Dieu a bien fait les choses. Nous avons donc, si je prends le nez, évidemment, quand on dit l'inhalation, il y a exposition, pénétration. Donc là, on a l'inhalation de poussière et vous avez les cils. Donc, c'est un filtre, les cils qui se retrouvent au niveau des fosses nasales. Vous avez cette première barrière protectrice qui permet donc de retenir. Mais hélas, les particules, les grosses particules, elles sont retenues, mais les plus fines, elles vont passer. Et c'est ces particules-là qui sont petites, qui ne sont pas arrêtées par les voies aériennes supérieures. Et là, évidemment, l'épuration donc mucociliaire associée à l'atout, aux éternuements, font que c'est constitue des moyens de défense. Mais comme je l'ai dit, les petites particules, elles vont quand même pouvoir échapper à tous ces moyens de défense naturelle représentés par les voies aériennes supérieures, elles vont bien sûr pénétrer. Quand elles vont pénétrer, ces fines particules, donc leur diamètre est très petit, inférieur à 5 micromètres, elles sont inhalées, elles vont atteindre donc les alvéoles pulmonaires et vont être retenues dans l'interstitium. Elles vont être captées par les macrophages et elles vont provoquer une inflammation. Cette inflammation, elle est due à la libération de facteurs de nécrose tumorale, l'interleukine 1, alpha, la leucotriène B4 et d'autres cytokines. Le plus important à retenir, c'est que si on est exposé sans port d'équipement de protection individuelle, qui est le masque à cartouche filtrante, même si il y a une courte durée d'exposition, il y aura toujours des particules qui vont pénétrer. Et comme on a dit, c'est une pneumoconiose qui est fibrogène, par conséquent, il y a l'effet, entre parenthèses, cumulatif. Chaque moment, chaque période, chaque jour, chaque instant de travail, il y aura la pénétration de ces petites particules qui vont donc atteindre les alvéoles jusqu'au jour où il y aura, bien sûr, il y aura de la fibrose qui va se constituer jusqu'au jour où il y aura un syndrome restrictif sévère. La prolifération des fibroblastes et de collagène, donc j'ai parlé de l'inflammation, il y aura, quand on dit une inflammation, il y a inévitablement du collagène, formation du collagène autour de la particule de silice, et c'est ça, bien sûr, qui va expliquer cette inflammation. En principe, c'est un effet protecteur.
D'accord? Mais il se trouve que la silice va provoquer une destruction du collagène de la paroi des alvéoles pulmonaires, d'où donc la composition de la fameuse fibrose. Et d'ailleurs, alors regardez, il y a de la fibrose, il y a du collagène autour, la fibrose va détruire ce collagène et ce déséquilibre entre la synthèse et la destruction, parce qu'à chaque fois qu'il y a une action, il y a une réaction, bien sûr, inflammatoire, et après, donc, c'est si vous voulez, c'est un déséquilibre, comme je l'ai bien mentionné, entre la synthèse et la destruction du collagène. Et là, il y aura donc une formation de nodules fibrohyalins au niveau de l'espace interstitiel. Ces nodules fibrohyalins, c'est eux, bien sûr, qui sont retrouvés à l'anapathe et c'est un indice, c'est un signe de diagnostic de certitude. Vous avez tous, bien sûr, j'imagine, entendu parler des radios du BIT, n'est-ce pas? Les radiographies du BIT. Effectivement, on retrouve les lésions, qu'elles soient parenchymateuses ou qu'elles soient pleurales, mais en aucun cas, même quand on fait un scanner, on nous dit peut-être micronodules diffus au niveau des deux champs pulmonaires. On va vous décrire toutes les lésions, mais en aucun cas on vous dira, on peut à la limite vous dire, compte tenu de la profession en faveur d'une pneumoconiose, et encore, généralement, on ne s'avance pas à ce type de diagnostic, mais en aucun cas, on pourra vous dire, même les radios du BIT, elles vous aident à lire, elles vous aident à dépister la pneumoconiose, mais pas le type de la pneumoconiose. C'est pour ça que je vous ai dit, l'anapathe, c'est elle qui permet donc de poser le diagnostic de certitude de la silicose par la mise en évidence des nodules fibrohyalins. Et là, ces nodules, ils peuvent donc confluer entre eux et constituer, former des masses pseudo-tumorales détruisant peu à peu le poumon. Est-ce que c'est clair pour la physiopathe? Oui. Oui. Dites-moi, Dr. Sidercha est avec nous? Non. D'accord. Maintenant, bien sûr, là, vous avez les signes cliniques. Là, j'ai passé une diapo, voilà, celle-ci. Alors, il existe une relation dose-effet. C'est très important. Dose-effet entre le risque de développer une silicose et l'exposition à la poussière de silice. Il faut savoir que plusieurs paramètres semblent influer sur la toxicité des poussières. D'abord, la nature chimique des particules. On a bien vu, n'est-ce pas? La silice cristalline et la silice amorphe. On a dit que la silice cristalline est plus dangereuse. Donc, la nature chimique des particules est très importante. Si c'est du quartz, si c'est de la silice cristalline ou c'est de la silice amorphe, ça change le pronostic. Donc là, d'abord, le type chimique, la nature chimique des particules. Nous avons la taille et le diamètre des particules. Bien sûr, vous comprenez pourquoi. Plus les particules sont très, très fines, inférieures à 5 micromètres, plus il y a pénétration, elles arrivent au niveau des alvéoles, puisqu'elles ne sont pas retenues par les voies respiratoires supérieures, par les effets donc, de la protection naturelle. La concentration des particules inhalées, évidemment, là, quand vous êtes dans un atelier où on fait, par exemple, du sciage, bien sûr, il y a une émission de poussière très importante. Ce n'est pas la même chose quand on travaille, par exemple, les tailleurs de pierre en plein air. Donc, c'est vraiment, il y a une différence. Vous avez la durée de l'exposition, bien sûr. Plus on est exposé, plus il y a pénétration, plus les dégâts sont là. Et il y a l'existence, bien sûr, de phénomènes de surface, c'est-à-dire que la toxicité de la silice est retardée si les grains sont recouverts de sel d'aluminium, par exemple, parce qu'il n'y a pas une pénétration aussi importante. Et enfin, une susceptibilité individuelle. Certains l'incriminent, d'autres non, c'est-à-dire l'âge, l'effort musculaire, le patrimoine génétique, le tabagisme.
Alors moi, je vous dis, c'est vrai que le tabagisme, il altère la fonction respiratoire. Donc toujours, on se dit, il a un effet additif entre parenthèses. Mais on ne peut pas dire que le travailleur fumeur est plus prédisposé à développer une silicose plus rapidement ou bien dans un délai plus proche comparé aux non-fumeurs. Ça, il n'y a pas d'études qui en témoignent. Mais on le sait très très bien que le tabac perturbe la fonction respiratoire et par conséquent, on peut considérer qu'il peut aggraver l'état fonctionnel de la fonction respiratoire sans plus. Maintenant, je passe à l'étude clinique. C'est vrai que les signes cliniques sont très pauvres. Alors, il y a deux caractéristiques, pour ne pas dire, pardon, trois encore, je rajoute même les noms. Ils sont très pauvres. Ils sont tardifs, ils ne sont pas spécifiques à la silicose. La toux, la dyspnée, on la retrouve dans plusieurs atteintes, donc ce n'est pas spécifique. Ils sont très très pauvres, on n'a pas un tableau clinique très parlant, ils sont très tardifs. Maintenant, les symptômes apparaissent plusieurs années après l'exposition. C'est de 10 à 15 ans. Vous voyez très très bien. Pendant la phase de latence, il n'y a pas de signes fonctionnels. Et l'élément important à retenir, il est très 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 important, c'est que les manifestations radiologiques précèdent les symptômes cliniques. C'est pour ça, nous, les médecins du travail, si vous avez remarqué, pour certaines entreprises, dans certaines habitudes de pratique, lors de l'AVP, on a tendance à demander un bilan biologique et un téléthorax. Après, on se dit finalement, la radiographie n'est pas d'un grand intérêt. Mais moi, je vous dis que quand il s'agit des travailleurs qui sont exposés à l'inhalation de poussière, qu'elle soit métallique ou autre, il est très, très, très important d'accorder de l'importance à ce téléthorax, à cette radiographie des poumons, parce qu'elle permet de déceler les anomalies au niveau pulmonaire, bien sûr, avant que la symptomatologie ne s'installe. Là, parmi les manifestations radiologiques qui précèdent la clinique, il peut s'agir d'un simple manque de transparence pulmonaire. C'est-à-dire, il n'y a pas la clarté, il n'y a pas de l'air. On voit, c'est un petit peu opaque, légèrement opaque. Il n'y a pas cette transparence. On peut avoir une surcharge parahilaire et on peut retrouver des petits micronodules aux bases. Je le dis maintenant, c'est là l'intérêt du TD qu'on vous fait sur les clichés du BIT, les radios du BIT. À force de les voir, elles nous servent de référence. À force de les voir, c'est vrai que quand vous avez un téléthorax, surtout s'il est de mauvaise qualité, s'il n'est pas de bonne qualité, il est très difficile de déceler les petites opacités, surtout quand il s'agit des bases pulmonaires. Mais là, quand vous voyez à côté un cliché normal qui est de bonne qualité, vous arriverez quand même à les dépister, à les déceler. Et là, au stade de silicose confirmée, vous avez les symptômes qui commencent à apparaître. Les symptômes, c'est une dyspnée, donc elle constitue le maître symptôme, au début limitée à l'effort, et puis elle devient permanente. Donc elle entraîne, le sujet il est dyspnéique, même au repos, elle entraîne une incapacité, bien sûr, au travail. Nous avons l'altération de l'état général, il y a un amaigrissement qui est très important et l'asthénie, vous comprenez pourquoi. Bien sûr, quand on a un manque en apport d'oxygène, quand le poumon travaille mal, il est évident que vous allez ressentir cette dyspnée et cette asthénie. Nous avons une toux sèche, parfois elle peut être productive, et des douleurs thoraciques. Maintenant, l'évolution, on peut donc retrouver une insuffisance respiratoire chronique avec dyspnée d'effort et de repos, un retentissement cardiaque droit, une surinfection bronchique à répétition et des épisodes de décompensation aiguë. Donc, je ne dirais pas, on peut faire une insuffisance respiratoire aiguë qui nécessite parfois des soins intensifs. Là, pour les formes cliniques, nous avons la silicose aiguë. On peut avoir une silicose aiguë. Elle résulte d'une exposition à des empoussièrements massifs riches en silice et constitue un risque potentiel pour les désableurs, les perceurs de tunnels et les ouvriers des fabriques de produits d'entretien.
Bien sûr, là, on a vu les facteurs qui influencent, donc qui interviennent dans la toxicité, et parmi lesquels on a dit la concentration de la silice et la durée de l'exposition. Quand vous avez un projet, par exemple, le creusement de tunnels, c'est pour ça, j'enchaîne sur la prévention, il faut alterner les travailleurs. C'est très important. Il faut toujours réduire la durée de l'exposition. Comme on pense au bruit, réduire la durée de l'exposition, quand il s'agit d'un endroit qui est très empoussiéré, il faut réduire également la durée de l'exposition. Les autres affections dues à la silice, donc on a parlé de la silice, nous avons les affections non cancéreuses, le syndrome de Kaplan-Collinet, que vous connaissez très très bien. Donc il y a la combinaison entre la polyarthrite chronique évolutive et la pneumoconiose qui est condensée, c'est-à-dire la silicose. On peut avoir une néphropathie glomérulaire et le syndrome d'Erasmus, où on a une sclérodermie généralisée progressive, donc une atteinte cutanée. C'est pas, bien sûr, quand vous avez, même encore une chose qui est très importante, c'est que quand vous avez ce type d'atteinte, s'il y a une notion d'exposition professionnelle à la silice, il faut bien sûr penser inévitablement à l'atteinte pulmonaire, c'est-à-dire explorer les poumons. Et hélas, la silice, malheureusement, elle est reconnue cancérogène. Donc, l'étude de la relation entre la silice cristalline et la survenue d'un cancer bronchopulmonaire a fait l'objet de multiples travaux épidémiologiques. Ce n'est pas dès le début qu'on a retenu que la silice est cancérogène. Plusieurs études qui ont concerné différents secteurs industriels, différents secteurs d'activité, dans lesquels la silice n'est qu'un des polluants potentiellement cancérogènes. Bien sûr, vous savez, il est très difficile, souvent, il est très difficile de dire que dans cet endroit, il n'y a que de la silice. Regardez, je prends le soudor, par exemple, les poussières, les fumées qui sont dégagées. Il est très difficile de dire, de connaître leur composition. Il est très difficile de dire, ah, ça c'est les vapeurs du fer seulement ou c'est les vapeurs du cadmium parce que les baguettes de soudage, elles sont à base de cadmium, ou bien c'est le zinc, c'est les tôles de zinc qui sont à côté. Donc, il y a une exposition multiple, les composants sont différents. C'est pour ça qu'il est très difficile de dire que c'est tel produit qui a été à l'origine de telle affection. C'est le cas quand on a un cancer du poumon. Si le sujet est tabagique, il est très difficile de dire est-ce que ce cancer est dû à la silice ou bien ce cancer est dû au tabac. C'est pour ça que seules les études épidémiologiques permettent de faire avancer les choses. Et quand on dit une étude épidémiologique, ce n'est pas en 3 mois ou bien en 6 mois. Elle s'étale sur plusieurs années. Et il faut que l'effectif soit aussi significatif, soit important. C'est pour ça que souvent, il y a plusieurs hypothèses. Alors, tout dépend des données. La silice, alors la première hypothèse, la silice induit directement un cancer du poumon, jouant un rôle génotoxique propre. Quand on dit un rôle génotoxique propre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une altération génétique. C'est-à-dire dès que la silice pénètre dans l'organisme, elle va perturber la composition cellulaire, donc par rapport à ces mitoses, et il y a des modifications du matériel génétique, donc la génotoxicité, qui va s'exprimer quelque temps après par l'installation d'un cancer. Cependant, le risque relatif de cancer du poumon est généralement faible en l'absence de silicose associée. J'en ai bien parlé quand les autres facteurs de confusion sont présents, notamment le tabac et d'autres cancérogènes pulmonaires. Je prends par exemple l'arsenic. L'arsenic, il est utilisé et il peut engendrer un cancer du poumon. Si vous avez un atelier où sans utiliser tous ces produits, il est très difficile de faire la part des choses. Il semble également exister un lien entre la durée de l'exposition et ces cancers-là. La deuxième hypothèse, c'est que la silice est responsable d'une silicose qui pourrait être un état pathologique intermédiaire
aboutissant à un cancer du poumon. C'est-à-dire que le travailleur, il fait d'abord une silicose et ensuite, il va faire un cancer du poumon. Certaines études montrent un risque augmenté de cancer du poumon chez les travailleurs présentant une silicose, suggérant que les processus fibrogéniques et cancérogènes n'évoluent pas de façon indépendante. C'est comme, là je vous cite un exemple, par exemple, je ne peux pas ne pas en parler, l'hépatite C chronique, elle évolue vers la chronique, donc il y a de la fibrose pulmonaire, hépatique, bien sûr, et puis après il y a de la cirrhose. La cirrhose, il y a vraiment de la fibrose, 4-4, selon le score de Métavir, et cette cirrhose, elle fait le lit du carcinome hépatocellulaire. Donc, il a fallu faire d'abord l'hépatite chronique, il y a de la fibrose, et souvent, c'est cette fibrose qui vit du cancer du foie. Il en est de même pour le poumon. Donc, il y a de la silice, on va avoir de la fibrose pulmonaire, et cette fibrose, elle va constituer le lit du cancer du poumon. Cependant, les mécanismes donc sont peu clairs. Et la troisième hypothèse, c'est que la silice agissant en synergie avec des hydrocarbures aromatiques polycycliques, un tabagisme ou d'autres nuisances professionnelles, c'est-à-dire un nombre important de facteurs professionnels qui sont reconnus cancérogènes pour le poumon. Mais finalement, voilà, donc tout ce qui a été évoqué, comment les choses ont évolué, en 1997, les experts du Centre international de la recherche sur le cancer, le CIRC, s'appuient sur les conclusions suivantes. C'est que la silice cristalline inhalée sous forme de quartz ou de cristobalite est classée dans le groupe 1. Donc, on est sûr qu'elle est cancérogène sans aucun doute pour l'homme. Les produits cancérogènes, certains pour l'homme. Voilà. La silice amorphe, elle est classée dans le groupe 3. C'est vrai qu'on dit, regardez, amorphe, elle est à l'origine de fibrose bénigne et autres, mais regardez, groupe 3, c'est-à-dire insuffisance de données pour conclure. Mais en aucun cas, on va dire non, elle n'est pas cancérogène. C'est-à-dire que là, les études vont encore s'étaler davantage et puis, je ne sais pas en quelle année, ils vont se prononcer sur l'effet ou non cancérogène de cette silice amorphe. Donc, l'Union européenne, quant à elle, n'a pas encore statué sur une éventuelle classification de la silice. On retient que la silice est cancérogène. Maintenant, il y a une relation qui a été faite avec d'autres cancers, en particulier digestifs, cancer gastrique, surtout, donc le cancer de l'estomac, pancréatique, cutané et osseux. Cependant, aucune affirmation certaine n'est encore possible à ce jour, c'est-à-dire que les études sont également en cours. Est-ce que c'est clair pour la clinique? Oui. Oui, c'est clair. Pas de questions? Pas de questions? Je passe au diagnostic radiologique. Le diagnostic radiologique, donc comme je l'ai déjà dit, le téléthorax, la radiographie du poumon constitue l'examen de référence. Pourquoi? Parce qu'elle montre des anomalies radiologiques qui sont caractéristiques disséminées dans le champ pulmonaire. Et là, donc c'est grâce aux radiographies du BIT. La première classification, c'était en 1958, que le BIT a proposé donc des critères destinés à l'exploitation épidémiologique des anomalies radiologiques. Et ensuite, il y a eu la dernière révision qui a eu lieu et on a abouti à une classification. Tous les services sont dotés des radiographies du BIT. Donc, je suis témoin justement dans le cadre de la restitution des travaux de la commission qui a été installée en 2010. Il y a eu le représentant du BIT avec le ministère de la Santé. Ils ont remis un kit de radio du BIT pour tous les services. Et là, je vous dis, j'en suis témoin. Voilà. Donc, je pense que lors du TD-FAIT, vous avez eu l'occasion de voir. Vous avez fait le TD, radio du BIT ou pas encore? Non, pas encore. Donc, vous allez le faire cette année. Vous allez le faire cette année. Alors, il faut savoir que les radiographies, je vous explique très rapidement en quoi ça consiste.
Donc, vous avez plusieurs radiographies de clichés. C'est ça le kit, le Bureau international du travail. Et vous avez une classification qui est faite. Déjà, ce qui est très important, moi, je vous conseille de les voir, de les lire. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous permet, vous savez, c'est comme l'auscultation cardiaque. Rappelez-vous, quand on était externe, quand on a fait le module de cardio, moi, je me rappelle, j'étais incapable de détecter les souffles. Je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, quand vous étiez étudiant. Oui, c'était pas très, très évident. C'est pas évident, très bien. Mais après, c'est à force d'ausculter. C'est à force d'ausculter. C'est à force de faire une auscultation pleuropulmonaire qu'on peut voir des râles bronchiques, des râles sibilants, des râles crépitants. C'est à force de voir la chose. Il en est de même. Un cliché, vous le prenez. Une radiographie des poumons, vous la prenez. Vous savez, ce n'est pas évident de reconnaître est-ce que c'est la trame bronchique, est-ce que c'est des coupes de vaisseaux ou c'est des opacités. C'est très difficile. Mais quand vous voyez une belle radio, comme celle du BIT, vous avez la radiographie normale, vous allez la prendre, vous allez la voir, et après, quand vous avez la radio de votre patient, vous allez la comparer et vous allez voir point par point la plèvre, comment elle est, le champ pulmonaire droit, le champ pulmonaire gauche, les sommets, les bases, la plèvre parapariétale, diaphragmatique, et c'est comme ça que vous allez donc retrouver des anomalies. Maintenant, la classification du BIT, donc c'est des radiographies, comme je l'ai dit, c'est des téléthorax. Et là, vous avez donc la classification qui est faite selon les opacités, selon la densité. Donc, et là, vous avez la catégorie 1, la catégorie 2 et la catégorie 3. Donc, la catégorie 1, c'est des petites opacités circulaires en nombre relativement faible, vous voyez, donc c'est très difficile de les reconnaître, de les retrouver, prédominant dans les régions médianes ou supérieures des deux poumons. Au maximum, elles ne dépassent pas le tiers des champs pulmonaires, avec respect de la trame bronchique. La catégorie 2, c'est des petites opacités, elles sont circulaires, elles occupent entre le tiers et les deux tiers des deux champs pulmonaires. La trame bronchique est généralement encore visible. La catégorie 3, elles sont très nombreuses. Les petites opacités, elles sont disséminées dans les deux champs pulmonaires. Donc, elles sont diffuses avec disparition plus ou moins complète de la trame bronchique. Et là, regardez en haut, le diamètre, il est inférieur à 10 mm. Si on prend la taille, alors vous avez la taille. Nous avons des formes qui sont arrondies. Donc, soit la forme, elle est arrondie, donc elle est bien, c'est un petit cercle, soit elle est irrégulière. Soit c'est une forme mixte, c'est-à-dire on peut retrouver ces petites opacités dont le diamètre est inférieur à 10 mm et elles peuvent être arrondies. Si elles sont arrondies, on les appelle PQR. PQR, et là, la nomenclature PQR que vous voyez affichée, elle dépend du diamètre. Donc, P, c'est jusqu'à 1,5 mm, Q, c'est entre 1,5 et 3, et R, c'est de 3 à 10 mm. On avait dit que ça ne dépassait pas les 10 mm. Maintenant, si elles sont irrégulières, on les appelle STU. STU, et là, c'est toujours les mêmes dimensions, sauf que c'est la forme qui diffère. D'accord? Donc, les radiographies du BIT, elles vous permettent d'abord de retrouver les petites opacités qui ne dépassent pas le tiers inférieur. Donc, comme je l'ai dit, voilà, la catégorie 1, 2, 3, tout dépend de la catégorie. Maintenant, dans la catégorie 1, nous avons la forme aussi qui est très importante. Ces petites opacités peuvent être arrondies ou irrégulières, comme elles peuvent être mixtes. On les appelle, on tient compte du diamètre et de la forme. Donc, la forme, si elles sont arrondies, c'est PQR. Si elles sont irrégulières, c'est STU. Est-ce clair? C'est bon? De toute façon, quand vous ferez le TD, vous allez encore mieux comprendre. Et nous avons les grandes opacités. Là, les grandes opacités, c'est quand le diamètre est supérieur à 10 mm. À ce moment-là, ces opacités, il y a la catégorie grand A, la catégorie grand B et la catégorie grand C. C'est quoi la grand A? C'est une opacité dont le plus grand diamètre est compris entre 1 et 5 cm. Évidemment,
bien, on peut avoir bien sûr plusieurs opacités, chacune supérieure à 1 cm, mais la somme ne dépasse pas les 5 cm. Donc, soit c'est une seule, on peut avoir deux de 1 cm, une autre de 3 cm, peu importe le nombre. Le plus important, c'est que leur diamètre ne doit pas dépasser les 5 cm. Maintenant, la catégorie B, alors c'est une ou plusieurs opacités, toujours plus grandes que celles définies dans la catégorie A, et la surface totale ne dépasse pas le tiers du champ pulmonaire. Et pour la catégorie C, c'est supérieur au tiers du champ pulmonaire. Donc, vous imaginez une opacité qui est supérieure au tiers du champ pulmonaire. Donc, voilà la classification du BIT. Par ailleurs, en plus donc de l'atteinte du parenchyme pulmonaire, donc on parle surtout du parenchyme pulmonaire, nous avons d'autres symboles qui permettent de compléter la description des clichés radiographiques que voici. Par exemple, BU, c'est bulle. CA, c'est cancer du poumon. Vous avez CP, c'est cœur pulmonaire. HO, par exemple, aspect au nid d'abeille. PX, c'est pneumothorax. TP, c'est tuberculose, et ainsi de suite. Là, si vous voulez, c'est une nomenclature internationale, c'est un consensus. Donc, si vous me dites, j'ai retrouvé une CV, normalement, je serais capable de savoir que c'est une image cavitaire. Voilà. Donc là, c'est la classification du BIT qui a mis en place tout ça. Ça, c'est pour les anomalies pulmonaires. Maintenant, les anomalies de la pièvre, également, elles sont codées en fonction de l'étendue et de l'épaississement pleural. Vous avez l'étendue, donc c'est la hauteur, et vous avez l'épaisseur. Maintenant, pour l'étendue, vous avez 3 classes, 1, 2, 3. Soit c'est inférieur au quart de la hauteur de la paroi thoracique, soit c'est entre le quart, c'est inférieur à la moitié, c'est supérieur à la moitié. Donc là encore, vous donnez une codification. Donc si vous me dites, au cliché, j'ai retrouvé des opacités P avec une atteinte de la plèvre stade 3, je comprendrai que c'est des petites opacités dont le diamètre arrondi, dont le diamètre est inférieur à 10 mm, associées à une atteinte de la plèvre qui s'étend sur plus de la moitié de la plèvre pariétale. Voilà, c'est-à-dire on parle le même langage. Voilà, c'est parler le même langage. L'épaississement pleural, là encore, petit a, petit b, petit c, inférieur à 5, entre 5 et 10, supérieur à 10. Et par ailleurs, nous avons également des anomalies qui sont associées, le comblement du cul-de-sac pleural, l'existence de calcification de la plèvre, caractère régulier ou non des anomalies pleurales et l'aspect circonscrit ou diffus des épaississements pleuraux. Donc là aussi, c'est-à-dire quand on prend un téléthorax, d'abord il faut exiger qu'il soit de bonne qualité, qu'il est interprétable. Et je vous donne un conseil, n'hésitez jamais à déranger le travailleur. Quand le cliché, vous commencez à accommoder, vous commencez à douter, c'est un cliché de mauvaise qualité, n'hésitez pas à demander un autre. Voilà. Surtout, je vous ai dit, c'est pas par exemple, je sais pas moi, un téléconseiller qui travaille dans un centre d'appel téléphonique, vous allez lui demander un téléthorax. À la limite, si vous passez à côté de quelque chose, c'est pas très grave. Mais quelqu'un qui est exposé aux poussières de silice, il faut quand même prendre le temps et prendre le soin d'être sûr de la bonne qualité de votre cliché pour pouvoir l'interpréter comme il se doit. Nous avons un autre examen complémentaire, c'est l'aspirométrie. Bon, ce n'est pas l'aspirométrie, c'est l'exploration fonctionnelle respiratoire. Et là, vous avez l'aspirométrie et la gazométrie. Évidemment, quand vous faites l'aspirométrie, ça dépend du stade de l'atteinte, ça dépend de l'étendue de l'atteinte. On a bien dit qu'il y a de la fibrose, donc il est inévitable de retrouver un syndrome restrictif. La capacité pulmonaire totale est diminuée. La capacité pulmonaire totale, c'est la capacité vitale plus le volume résiduel. Il est évident que puisqu'il y a de la fibrose, la capacité vitale est réduite et le volume résiduel également, il est réduit. Par conséquent, il y a un retentissement sur la fonction respiratoire qui va se manifester par un syndrome restrictif.
Et on a dit qu'il y a comme évolution, comme complication, il y a des surinfections bronchiques fréquentes. Par conséquent, ça va expliquer le syndrome obstructif. Et donc, vous pouvez retrouver, le premier, c'est le syndrome restrictif. Et là, vous pouvez retrouver un syndrome mixte. Pour la gazométrie, c'est également la logique des choses. Quand vous avez l'amputation de la fonction respiratoire, les échanges alvéolo-capillaires sont perturbés, il va de soi que vous aurez une hypoxémie qui sera bien sûr modérée, mais elle peut s'aggraver. On a bien dit, on peut avoir des décompensations qui peuvent conduire à l'évacuation dans un service de réanimation de soins intensifs si le sujet vous fait une insuffisance respiratoire aiguë. Voilà. Donc, vous voyez que la fibrose pulmonaire, quand même, c'est une atteinte qui est très, très dangereuse. Moi, je le dis et je le répète. Maintenant, on a dit l'anapathe. Vous comprenez maintenant la mise en évidence d'un nodule fibrohyalin, d'où il vient, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Mes chers collègues, Oui. vous avez compris maintenant par où, d'où il vient le fameux nodule fibrohyalin. Il vient sous l'effet du déséquilibre entre la formation et la destruction du collagène. Collagène. Très bien, merci mes chers collègues. C'est pour vous réveiller un peu. J'ai peur qu'il y ait somnolence. Hein? J'ai peur qu'il y ait somnolence. Donc là, docteur Chebini, ah, ça me rassure de vous entendre. Ce cours, je vous le dédie, ce cours, je vous le dédie, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu le faire. Vous m'avez informé que professeur Cassed a reporté sa conférence, donc ça m'a permis d'occuper la séance. Voilà. Et je vous en remercie. C'est moi qui vous remercie. Donc là, et je remercie aussi les autres résidents qui ont bien voulu assister à ma conférence. Bien, donc le nodule fibrohyalin, il est circonscrit. C'est un nodule silicotique, bien sûr, il y a de la silice classique d'un diamètre compris entre 1 et 5 mm. Il est constitué par un centre acellulaire hyalin et une capsule cellulaire fibreuse. Évidemment, je ne vous demande pas de retenir sa description. Pour la simple et unique raison, c'est que c'est une description qui aide l'anatomopathologiste pour qu'il puisse, bien sûr, donner un diagnostic de certitude. C'est ce qui nous intéresse le plus. Maintenant, c'est ce que je vous disais. Vous êtes là face à un travailleur, il vous ramène un cliché, il vient, vous dit je tousse. On va dire que c'est le stade de symptômes, symptomatique. J'ai mal, je tousse, je suis fatiguée, j'ai maigri. Vous allez demander un cliché. Vous allez retrouver des petites opacités diffuses au niveau des deux champs pulmonaires. Alors, vous savez, vous ne pouvez pas penser directement à une pneumoconiose. Vous n'avez pas le droit de retenir d'emblée le diagnostic. Il y a d'autres diagnostics qu'on peut évoquer, n'est-ce pas? Donc, parmi lesquels on a la biliaire tuberculeuse. Et là, généralement, le traitement, c'est vrai qu'il y a l'analyse des crachats, il y a d'autres examens complémentaires qui permettent donc de faire la part des choses et de retenir le diagnostic de certitude. Vous avez la sarcoïdose aussi. Elle se manifeste par des opacités diffuses des deux champs pulmonaires. Vous avez la fibrose pulmonaire idiopathique. Vous avez l'hémosidérose endogène. Vous avez la dissémination néoplasique métastatique. C'est la miliaire métastatique d'un cancer. Ça peut être un cancer pulmonaire primitif, ça peut être le signe d'une métastase pulmonaire. Vous avez d'autres collagénoses, notamment la polyarthrite rhumatoïde. On a bien parlé, n'est-ce pas, des formes associées, le syndrome de Kaplan-Collinet, où on retrouve la polyarthrite rhumatoïde, et d'autres pneumoconioses. Donc, on ne peut pas savoir est-ce que c'est une sidérose, c'est une béryliose, c'est une asbestose, c'est une silicose, c'est une talcose, c'est une zincose. Toutes les autres pneumoconioses, elles se manifestent de la même façon. C'est pour ça, je le dis, je le répète, les clichés radiologiques du BIT permettent de retenir, de dépister, de diagnostiquer, de retenir les anomalies pulmonaires et pleurales, mais sans pour autant nous avancer dans le diagnostic.
pour poser le diagnostic d'une silicose, la première condition, c'est laquelle? Qui peut me dire c'est laquelle? La première condition, c'est la notion D'exposition. professionnelle. Très bien. La notion d'exposition professionnelle. Et là, c'est très important. Après, comme l'a dit Dr Chebini, la radiographie, oui, elle vient appuyer s'il y a des symptômes ou pas. On a bien dit que les symptômes sont tardifs. Donc, il ne faut pas attendre. Très bien. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut penser aux autres affections. Maintenant, pour les complications, vous savez, j'ai eu l'occasion, je vous ai dit, de visiter les mines de Tebessa, l'entreprise Le Ferfos. J'ai même assisté à la détonation faite pour donc, le creusement. Jamais j'oublierai ces mineurs qui étaient dans les carrières, jamais je les oublierai. Alors, je ne vous dis pas la poussière, l'humidité, et ils faisaient beaucoup la tuberculose. Ils faisaient donc de la silicotuberculose. Et je vais vous dire quelque chose, je vous assure que c'est des travailleurs qui ne se plaignaient pas. Quand je suis partie, il a même neigé, il y avait de la neige. D'ailleurs, moi, je grelottais de froid. En aucun cas, ils se sont plaints. Pour vous dire que parfois, on est face à des travailleurs qui ont de très mauvaises conditions de travail, mais qui travaillent en silence. Voilà. Donc là, la tuberculose, et vous comprenez pourquoi? Parce que généralement, ces travailleurs sont de très mauvaises conditions, exercent dans de très mauvaises conditions de travail. De un, comme je l'ai dit, l'humidité, la poussière, parfois certains fument, pas d'aération, pas de port d'équipement de protection, et donc ils sont prédisposés à des infections pulmonaires. Vous avez la nécrobiose des masses pseudotumorales, ils font des pneumothorax, bronchite chronique, emphysème. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a le syndrome obstructif? Voilà pourquoi, à cause de tout ça. Et vous avez hélas le cancer pulmonaire, le CPC, la sclérodermie et la glomérulonéphrite, parfois avec une atteinte tubulaire. C'est-à-dire que ce n'est pas que glomérulaire, l'insuffisance rénale peut avancer avec une atteinte tubulaire. Voilà, donc c'est des maladies qui ont des complications quand même très graves. Il n'existe aucun traitement de la pneumoconiose. On n'a pas un traitement, on va donner de la corticothérapie, certes, pour les complications. On traite les complications, on traite l'insuffisance respiratoire. Mais la fibrose, une fois qu'elle s'installe, elle est irréversible. Irréversible. Très bien, voilà. Très bien. C'est pour ça qu'il faut axer nos efforts sur la prévention. Pas mieux que la prévention. C'est vrai, quand on dit c'est facile. Moi, je n'aime pas. La première rubrique, je suis obligée de vous la faire au plan pédagogique. Substituer le danger. Je ne peux pas le substituer parce que la silice, le quartz, la cristobalite, tout ça, ce sont le granit, le creusement de tunnels. Je ne peux pas, moi, modifier une montagne et un tunnel. Je ne peux pas. C'est de la pierre, c'est de la roche. C'est la nature, c'est l'environnement de l'homme. Je ne peux pas le substituer. Vous êtes d'accord? Je ne peux pas enlever les montagnes et les roches de la terre. Et par conséquent, c'est des choses qui sont là. Substituer le danger, moi je dirais plutôt, la deuxième, j'aime bien, éviter la mise en suspension dans l'air de particules fines. Vous êtes d'accord avec moi? Là, c'est très important, donc de limiter la dispersion. C'est important d'éviter l'exposition à l'inhalation. Quand je dis éviter l'exposition à l'inhalation, c'est-à-dire c'est de doter les travailleurs des équipements de protection individuelle efficaces. La prévention technique, donc nous avons les mesures générales collectives et individuelles. Maintenant, les mesures générales collectives, j'ai commenté avant de présenter. La diapo, c'est des commentaires. Donc là, substituer le danger, c'est bien. Maintenant, dans certains procédés industriels, par exemple, je peux substituer les poudres abrasives et de sable par de l'oxyde d'alumine. Par exemple, il y a possibilité, mais ce n'est pas toujours possible. Je le dis, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça, l'élément essentiel, de un, c'est la réduction de l'empoussiérage par tous les moyens possibles. Donc, il faut combattre
à la source, aspirer les poussières à la source. Ça, c'est très important. Humidifier l'eau. Je vous ai dit, le simple faïencier, le carreleur, qui travaille comme ça, le particulier, il pense maintenant à utiliser un grand fût d'eau pour mettre la faïence à l'intérieur afin qu'il y ait moins d'émissions de poussière. Humidifier, c'est très important de mettre de l'eau pour réduire au plus grand niveau l'empoussiérage. Adapter le travail à l'homme. Il est très important aussi d'agir sur les autres facteurs, la manutention, la contrainte thermique, parce qu'il faut limiter l'hyperventilation. Plus vous êtes fatigué, vous tirez, vous êtes en hyperventilation et bien sûr, vous inhalez le plus de poussière. Plus il y a de la contrainte, plus il y a de la manutention, plus il y a de l'effort physique, plus il y a de l'hyperventilation et plus il y a la concentration qui est importante. Et là, bien sûr, c'est bien. Travailler en plein air, c'est l'idéal. Mais sinon, c'est assurer une ventilation, le captage des poussières à la source. Il faut bien sûr surveiller la concentration atmosphérique. S'il y a trop de poussière, il faut arrêter l'activité, pourquoi pas, jusqu'à la réduire. Et là, il y a le médecin du travail, les membres de la CPHS qui doivent être informés du risque, qui doivent mettre en place les mesures préventives nécessaires, adaptées, et aussi, bien sûr, la formation des travailleurs. Il faut les informer. Je vous ai dit, beaucoup de travailleurs ignorent le risque auquel ils sont exposés. Beaucoup de travailleurs ignorent, dans les tailleurs de pierre, ils ignorent qu'ils sont exposés à un produit qui est cancérogène pour le poumon. Plusieurs ignorent que si ils continuent à travailler longtemps, c'est leur santé qui va se détériorer et ce n'est pas précoce, c'est plusieurs années après l'exposition. C'est comme les fumeurs. Ils disent non, je fume depuis l'âge de 18 ans, je n'ai rien, je me sens très très bien. Parce que quand le cancer arrive, il est foudroyant et c'est après plusieurs années d'exposition. Donc là, il est toujours important de former, d'informer sur le risque silicotique. Les travailleurs, bien sûr, c'est les mesures individuelles, donc c'est le port des équipements de protection individuelle. Et là, ce n'est pas la bavette chirurgicale ou bien une bavette en tissu. C'est des masques filtrants, anti-poussière, de préférence de classe 3, bien sûr, c'est les FFP3 pour des opérations courtes ou exceptionnelles ou lorsque les valeurs limites sont faibles. Là, bien sûr, ces masques, ils peuvent être à ventilation assistée, parfois, c'est comme celle du scaphandrier, et on peut avoir des masques à adduction d'air qui isolent l'individu du milieu nocif. Donc là, quand il y a nécessité de l'activité, quand il y a un empoussiérage important tel que le sablage, le perçage du béton, il est très important, bien sûr, surtout en espace confiné, de doter le travailleur. Il faut choisir l'équipement. Il faut qu'il soit confortable et efficace à la situation de travail. Chaque situation, elle a ses indications en termes d'équipement de protection individuelle. On peut porter un FFP2, un FP3, comme on doit être doté d'un masque à adduction d'air. La prévention médicale, alors si je tiens compte de la surveillance médicale, évidemment, je ne parle pas de la loi du 26 janvier 88 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail, le décret de 93 qui oblige bien sûr l'employeur à assurer la médecine du travail pour tous les travailleurs, quel que soit leur poste de travail. On a eu aussi l'arrêté du 9 juin 97 qui fixe la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels. Cette liste, bien sûr, elle consiste donc à déterminer les postes de travail pour lesquels la visite périodique doit être réalisée 2 fois par an et non pas 1 fois par an. Malheureusement, quand il y a eu donc la commission qui a travaillé, et on s'est dit 2 fois par an, c'est-à-dire faire une radio 2 fois par an, faire une spirométrie, c'est très lourd. Surtout les premières années, on sait pertinemment que les examens seront normaux. Donc, il y a eu l'apparition du décret exécutif
le 30 août 2010, qui est relatif aux mesures particulières de prévention et de protection des risques des travaux de taillage et de polissage des pierres de taille. Alors, comme vous le constatez, ce décret, il s'adresse tout simplement aux tailleurs de pierre et polissage des pierres. C'est-à-dire que, pourquoi il s'adresse aux tailleurs de pierre? Parce que j'ai dit, la majorité, c'est des artisans qui ne sont pas pris en charge, donc qui échappent à la réglementation, qui échappent à l'employeur et qui échappent à la médecine du travail. Et là, il y a eu la création de ce décret. Je vais vous lire les quelques articles qui m'ont semblé très importants. L'exposition et l'inhalation de poussière doit être réduite techniquement à un niveau aussi bas qu'il est possible par l'utilisation de méthodes de travail non génératrices de poussière. Vous voyez? C'est-à-dire que ça reste notre réglementation. Alors, quand vous me dites l'exposition doit être réduite techniquement à un niveau aussi bas qu'il est possible par l'utilisation, moi, je ne connais pas les méthodes de travail non génératrices de poussière pour les tailleurs de pierre. Il n'y a pas de précision. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de précision. Je veux dire, ils vont humidifier, ils vont travailler en vase clos, ils vont, à l'air libre, ils vont. Mais là, ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Les artisans et les travailleurs doivent être informés des effets nocifs sur la santé liés à l'exposition à l'inhalation de poussière de silice libre et formés aux mesures nécessaires de prévention et de protection contre ces nuisances. C'est bien, mais ces tailleurs de pierre qui sont des artisans, qui sont un peu partout, à Sétif, en Kabylie, dans d'autres régions du pays, qui va les informer du risque? Est-ce qu'ils sont aptes à comprendre c'est quoi exactement le risque? Est-ce qu'ils sont en mesure de respecter leurs équipements? Qui va les doter de ces équipements? Qui va leur prendre en charge leur surveillance médicale? C'est toutes là les anomalies que, pas je reproche, mais que je constate dans ce décret. L'utilisation pour le découpage, pardon, c'est pas le découpage, j'ai fait une erreur, pour le découpage et le polissage des pierres de taille d'appareils travaillant à grande vitesse, notamment la tronçonneuse, doit se faire avec un système d'humidification et des pierres doivent être trempées avant la taille. D'accord, trempées, oui, mais le système d'humidification, c'est pas évident que tout le monde puisse le respecter parce qu'ils ne sont pas informés d'eux-mêmes, ils le font certains, mais d'autres non. Les outils de travail doivent disposer d'une alimentation d'eau et à défaut, il y a lieu d'équiper les surfaces de travail de pulvérisateurs d'eau. Vous voyez, avec le problème d'eau qu'il y a, c'est vraiment pas évident. Je suis un peu pessimiste pour ce décret. L'utilisation des appareils cités ci-dessus doit être accompagnée d'un dispositif d'aspiration des poussières telles que les cabines ventilées. Alors, une cabine ventilée dans un petit village perdu, chez un artisan, je me pose la question. Des lames adaptées aussi à pierre, les plus fines possibles, doivent être utilisées pour réduire significativement la boue et la poussière. Les travaux en atelier doivent se dérouler dans des espaces non confinés, ventilés et aérés munis d'un dispositif approprié d'aspiration des poussières à leur source d'émission. Quand vous êtes dans une mine, atelier oui, mais dans les mines et que vous êtes là en train de creuser un tunnel ou autre, dites-moi comment vous allez faire. Outre les mesures de prévention et de protection prévues par le présent décret, les travaux de taillage et de polissage des pierres de taille s'effectuent obligatoirement avec des équipements de protection individuelle adaptés au risque, en particulier des masques respiratoires anti-poussière à cartouches filtrantes, des lunettes ainsi que des tenues de travail appropriées. Quand vous avez un père de famille qui est artisan, qui travaille un petit peu pour juste pouvoir subvenir aux besoins de première nécessité, alors pour qu'il ait des tenues de travail et tous les équipements de protection adéquats, je ne sais pas s'il pourra se permettre de les acheter. Les artisans et les travailleurs effectuant les travaux de taillage et de polissage des pierres de taille doivent être munis d'une fiche de visite médicale individuelle d'aptitude à l'exercice de ces travaux établie par le médecin du travail
qui effectuent à cet effet un bilan médical initial destiné à servir de référence pour leur suivi ultérieur. Je veux bien un commentaire de votre part pour l'assurance médicale. Qui peut me commenter cet article? D'abord, est-ce que les artisans sont pris en charge par la médecine Très du bien, travail? très bien, très bien. Alors, dites-moi qui va prendre en charge les examens complémentaires? Oui, comment ils sont pris en charge? Une convention individuelle, une convention collective. Ils avaient dit que l'APC pourrait éventuellement, mais il n'y a pas eu vraiment une suite positive par rapport à tout ça. Les artisans, ils continuent à s'exposer, ils continuent à travailler. C'est bien de dire les artisans qui effectuent les travaux, mais il faut qu'il y ait un contrôle. Il faut qu'il y ait délivrance d'une attestation d'aptitude pour qu'ils puissent travailler. Mais la majorité travaille en noir. Voilà le problème. D'ailleurs, les personnes qui sont décédées, au début, pourquoi ils ne comprenaient pas c'était dû à quoi? Et après, ils ont retrouvé qu'ils avaient tous un point commun, ce sont tous des tailleurs de pierre. Et je vous ai dit, c'est comme ça qu'il y a eu alerte par rapport à ce constat. La fiche de visite médicale individuelle d'aptitude à l'exercice de ces travaux est renouvelée au moins une fois tous les 6 mois. Alors, la convention, il faut qu'il soit conventionné. Le bilan médical initial doit comporter une radiographie pulmonaire, une exploration fonctionnelle respiratoire, c'est-à-dire la spirométrie et la gazométrie. Et la pH-métrie, alors vous voyez, ce bilan est renouvelé chaque année. Le médecin du travail peut en outre prescrire tout autre examen complémentaire jugé nécessaire, c'est-à-dire en cas où il y a déjà atteinte et qu'il y a complication. Donc, vous voyez que la plus grande difficulté, les travaux, alors là je vous le lis aussi dans le décret, après je commente, les travaux de taillage et de polissage des pierres de taille sont interdites aux personnes de moins de 18 ans. Alors, vous allez voir qu'il y a des enfants de 14 ans, de 16 ans, de 18 ans, effectivement, qui continuent à travailler, à tailler les pierres. Maintenant, je me rappelle très très bien, il a été demandé à ce qu'il y ait une prise en charge gratuite pour ces travailleurs. Mais en fait, le problème posé, qui va les prendre en charge? D'accord, une prise en charge gratuite, mais qui va les prendre en charge? Même la visite médicale, le médecin du travail peut l'assurer gratuitement, c'est-à-dire que le service ne va pas, bien sûr, comment on dit, comptabiliser. Mais qui va prendre en charge les examens complémentaires quand vous allez les demander? C'est la difficulté que nous rencontrons avec les travailleurs exerçant au sein des entreprises qui sont conventionnés avec des services de médecine du travail. Vous êtes d'accord? Et il n'y a pas la prise en charge des examens complémentaires. Alors, quand vous allez aller voir un artisan, vous avez toute la bonne volonté de l'examiner, de l'interroger, de le prendre en charge gratuitement par rapport à l'acte médical, mais qui prendrait en charge tous ces examens complémentaires qui doivent être renouvelés et prescrits et puis regardez. Attendez, pardon, excusez-moi. C'est une fois tous les 6 mois. Et les examens, c'est quand même de l'argent et ce n'est pas une fois par hasard, c'est dans le cadre de la surveillance, donc ils sont répétés dans le temps et c'est la plus grande difficulté. Voilà. Je passe à la réparation, donc il faut savoir que le tableau numéro 25, il répare les pneumoconioses consécutives à l'inhalation de poussière minérale renfermant de la silice libre. Alors regardez, vous voyez bien que le délai de prise en charge, il est de 20 ans. C'est une liste indicative, donc c'est parfait. Elle n'est pas limitative, donc elle nous laisse le portail ouvert. C'est-à-dire que si vous êtes face à un travailleur dont le délai de prise en charge est respecté, pourquoi j'insiste sur le délai de prise en charge? Parce que l'affection, quand elle apparaît, j'ai bien dit qu'elle apparaît après plusieurs années d'exposition. Là, nous avons les affections engendrées par les poussières minérales qui contiennent de la silice libre, pardon. Donc, vous avez la silicose, pneumoconiose du houilleur, la schistose, la talcose, la kaolinose et les autres pneumoconioses qui sont provoquées par ces poussières.
Ces affections sont caractérisées par des signes radiographiques spécifiques qui s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels. Heureusement qu'il n'y a pas exigence de l'atteinte. Pourquoi de la spirométrie? Parce que pour qu'il y ait atteinte, il faut qu'il y ait une bonne partie du poumon qui est fibrosée. Vous avez la suite, les complications également, elles sont prises en charge. Là, c'est dit complications et quand vous déclarez, bien sûr, vous mettez maladie professionnelle avec aggravation ou avec complication. C'est très important pour le taux d'IPP. Et là, vous avez la complication cardiaque, donc c'est l'insuffisance ventriculaire droite. Et vous avez des complications pleuropulmonaires, donc la tuberculose, la nécrose cavitaire, l'aspergillose. Vous avez les complications non spécifiques telles que le pneumothorax spontané, l'insuffisance respiratoire aiguë ou chronique. Et là, vous avez donc toutes les professions. Vous avez vu un nombre important donc tous les travaux de décapage, de construction, de démolition, de broyage, d'extraction, d'utilisation du tas. Vous avez, et en plus de ça, malgré tout ça, c'est une liste qui est simplement indicative, elle n'est pas limitative. Le délai de prise en charge, il est de 20 ans. Et la pathologie, elle vous laisse la porte ouverte parce qu'elle dit et autres pneumoconiose. Donc, moi, je vous dis, ne soyez pas avare dans la déclaration. Il faut déclarer et avoir le réflexe d'explorer pour aboutir à la réparation. C'est vrai que quand on arrive au stade de la déclaration pour la réparation, on peut le considérer comme étant un échec, mais au moins ne pas faire perdre les droits en termes de réparation pour le travailleur qui est déjà lésé dans sa santé. Au moins, il ne faut pas le léser en termes de ses droits à la réparation. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers collègues. Merci bon beaucoup, professeur Akil. Je vous en prie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'était clair. C'était clair? C'était bien? Je ne vous ai pas trop fatigué, j'espère. Hein? C'est bon? Non, pas du tout. Non, merci avec ça. D'accord. De toute façon, je vous donnerai les polycopes. Alors, regardez, quand on terminera les 3 conférences, d'accord, c'est-à-dire il me reste encore 2 séances avec vous. Donc, je pense que je préfère avoir votre accord aujourd'hui. Dès qu'on a la possibilité d'occuper une séance, vous êtes d'accord pour que je le fasse? Oui. D'accord, Inch'Allah, oui. Très bien. Donc, docteur Choubini, c'est lui qui fait la coordination entre vous et moi. D'ailleurs, je réitère aussi mes remerciements pour lui. Et puis, dès que je termine, au fur et à mesure, je vous donnerai les polycopes avec docteur Choubini. J'ai déjà élaboré les polycopes. Je vais voir s'il y a des mises à jour pour vous rajouter des chiffres ou autres. Et je vous remettrai le polycope pour faire des photocopies et le garder. OK? Inch'Allah. OK? Merci. OK. Parfait. Ben, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite un bon après-midi, fin d'après-midi, une très bonne soirée et prenez soin de vous. Merci beaucoup. À vous aussi. Et merci pour votre attention. Voilà. Merci à vous. Merci. Voilà.